Je suis en train d'essayer d'imaginer Ouais. un mouvement de consommateurs qui agira de façon positive en réclamant des produits de meilleure qualité. Je ne sais pas ce que ça donnera, mais en tout cas, je pense qu'il faut qu'on prenne les choses entre nos mains et que là, l'IA de France a un rôle à jouer. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Bonjour Yael Ifra. Bonjour Olivier, tout le Merci. monde aime, je sais pas, hein. Oui, c'est vrai, tout le monde n'aime pas, mais c'est vrai que les enfants aiment particulièrement, on le retrouve particulièrement dans... Ouais. Alors, vous avez mené une enquête, il faut dire, assez poussée, hein. Vous avez été très loin dans cette enquête du Milky. On va essayer de voir avec vous pourquoi et comment vous avez fait ça. D'abord, expliquez-nous la part de ce dessert chocolaté dans le marché israélien. Qu'est-ce qu'il représente? Alors, le Milky a fêté il y a 2 ans, c'est 40 ans, voilà. Donc pour Israël, c'est vraiment un très très vieux dessert. Et effectivement, je ne sais pas s'il arrive en premier sur le marché, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, il représente 92% Ah du ouais. marché de ces desserts au chocolat avec la fameuse crème fouettée par-dessus. Et d'autres concurrents, des autres grandes laiteries israéliennes comme Tnuva et Tara ont essayé de rentrer sur le marché et se sont fait écraser. Voilà, donc Milky est un leader incontesté avec une marque très très forte. Strauss dépense des millions de shekels en marketing tous les ans pour continuer à assurer sa position dominante. Mhm. Et voilà. Alors, et ça appartient à la société, donc à la laiterie Strauss. Donc là aussi, c'est aussi une des grosses sociétés de laiterie israélienne. Oui, alors Strauss n'est pas du tout une grande laiterie, justement. Les grandes laiteries en Israël, c'est Tara et Tnuva. Strauss fait des desserts laitiers, fait aussi du café, fait D'accord. aussi des tonnes de... Enfin, c'est un gros groupe agroalimentaire. Mais effectivement, sur le secteur des desserts lactés, il est plutôt leader. Ils font aussi du cottage, des choses comme ça. Mais par exemple, vous pouvez pas acheter du lait de Strauss. Ça n'existe pas. Ils font pas de beurre. Ils font pas des produits qui sont sous supervision du gouvernement. On va dire qu'ils sont malins. D'accord. Alors, vous avez vérifié, on va voir dans quelques instants la composition, mais d'abord, combien coûte un Milky si demain j'ai envie d'aller acheter un Milky au supermarché, combien je vais devoir sortir de mon porte-monnaie? Alors, ça dépend où, mais en gros, le prix moyen, c'est à peu près 2 shekels 80. C'est le prix conseillé par Strauss. Après, si vous êtes à Tel Aviv, en centre-ville, vous allez le payer 3,50. Et il y a Hmm. quelques endroits très, très rares où on peut le trouver à 2 shekels 50, 60. Mais normalement, c'est plutôt 2 shekels 80. Donc, 2 shekels 80 pour ce petit dessert chocolaté avec donc de Oui. la crème. À l'unité, hein, on est bien À d'accord. l'unité, oui, À bien l'unité. sûr, bien sûr. Oui, voilà. Et alors, vous avez été vérifier la composition du Milky. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on rentre dans notre bouche lorsqu'on prend un Milky? Oui, alors bon, déjà, on va quand même dire que 2 shekels 80 pour un dessert, c'est quand même très très cher, hein, Ouais. on est bien d'accord. Même si le lait, tous les produits laitiers sont chers en Israël, ça reste très très cher. Ouais, et Et ça donc reste quand pour ce même ça prix-là, reste un pot quand même assez, assez petit. Je sais pas si vous avez dû vérifier combien de la oui, c'est quantité. 130 grammes. 130 130 grammes. grammes de dessert. Donc en fait, c'est pas du tout comme par exemple une danette. Ça n'a rien à voir. C'est un dessert qui rentre dans les catégories qui sont beaucoup moins chères en France, qui s'appelle le lait gélifié. Donc en fait, ce qu'il y a dans le Milky, essentiellement, c'est du lait à 68%. Bon, c'est plutôt bien qu'il y ait du lait. Et ce lait, il est épaissi avec de l'amidon de maïs, c'est-à-dire en fait avec de la maïzena. Hein, donc il est D'accord. chauffé, épaissi avec de la maïzena. Ils ajoutent vraiment, mais très 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 peu de cacao, vraiment de base, de la poudre de cacao. Il y a du sucre évidemment, de la poudre de lait, puis toutes sortes de stabilisants, Ouais, d'épaississants, bien sûr. d'émulsifiants. Enfin, c'est assez impressionnant la liste des additifs alimentaires. Et puis la bonne blague, c'est que par-dessus, donc il y a de la crème fouettée, effectivement. Donc vous savez que la crème fouettée, Olivier, c'est beaucoup de volume pour très peu de poids. Hein. Ouais. Voilà, donc ça doit peser quelques grammes à l'intérieur du dessert, je sais pas, 10, 20 grammes. Mais alors, il y a quand même sur le site de Milky un truc assez amusant qui est qu'ils affirment que la recette de la crème fouettée du Milky est un secret Alors, qui est gardé dans un coffre-fort et dont seules 4 personnes dans tout le groupe Strauss connaissent la recette. C'est quand d'accord. même assez extraordinaire quand on sait qu'en fait, c'est en gros la chantilly industrielle, quoi. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut évaluer à peu près le coût de revient de ce petit yaourt de 130 grammes? 130 grammes, hein? Oui, alors voilà, je me suis penchée sur le sujet en me basant sur. Alors, en Israël, vous savez que le marché du lait est surveillé, donc on sait quel prix les laiteries achètent le lait aux producteurs de lait, parce que c'est le gouvernement qui fixe ce prix-là. C'est donc 1 shekel 90 le litre. Il y a aussi un prix pour la crème. Donc, en me basant sur le poids du milky, sur le pourcentage des ingrédients, etc., j'ai estimé qu'il y avait
pour 17 agorotes, si vraiment c'est respecté ce qu'ils disent, donc pour entre 15 et 17 agorotes de lait, peut-être 3-4 agorotes de crème. Il y a la fameuse poudre de cacao dégraissée qui, comme vous le savez, ne doit pas coûter grand-chose, les stabilisants, les émulsifiants. J'ai estimé que le prix de revient brut, ça veut dire uniquement le prix des ingrédients qui sont dans le Milky, ne doit pas dépasser, selon moi, les 25 centimes. Voilà. 25 Donc, agorotes. c'est pas tout, on est bien d'accord. Parce qu'il y a beaucoup de gens m'ont fait la remarque. Je sais très bien qu'il y a le packaging, l'usine, l'électricité, la logistique, etc. C'était pas du tout mon idée de dire que ça n'existait pas. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que le prix des ingrédients bruts est très faible et c'est un produit à très faible valeur ajoutée. Je veux dire, c'est vraiment, il n'y a pas de technique particulière. Voilà, par l'histoire qui raconte sur la chantilly, qui est vraiment n'importe quoi. En plus, et donc, la recette pour est continuer, la recette est connue depuis 40 ans déjà, donc c'est déjà Voilà. Alors non, parce que donc ce qui s'est passé, c'est que il faut passer quand on parle de qualité nutritionnelle, je sais sûrement voilà, vous alliez vers là, Olivier, je présume, vers les qualités nutritionnelles. Exactement. La Voilà. fameuse étiquette rouge. Voilà. Alors pourquoi le Milky, qui est donc un dessert sucré et un peu gras quand même, n'est pas étiqueté en rouge? Alors c'est surtout à cause du sucre. Eh bien, en fait, je pense que Strauss d'après ce que j'ai vu, ils ont modifié leur recette à la veille de l'entrée en vigueur de la législation sur l'étiquetage des aliments nuisibles à la santé, qui donc, comme vous le savez, est rentrée en application en janvier dernier, donc il y a à peu près 6 mois. Et l'État, donc le ministère de la Santé, fixe un seuil de sucre qu'on ne doit pas dépasser, sinon on est étiqueté en rouge, ça veut dire produits riches en sucre. Ce seuil a été fixé par le ministère de la Santé à 13,5 grammes. Et donc, le Milky contient, eh bien, je vous le donne en mille, 13,4 grammes de sucre, évidemment. C'est malin. Voilà. Ah bah oui, et attendez, parce que le problème maintenant, c'est qu'il y a le deuxième pan de la loi qui doit rentrer en application en janvier 2021. Ça, c'était une espèce de loi intermédiaire pour que les gens s'habituent en espérant qu'ils allaient perdre un peu le goût sucré. Et en fait, maintenant, ce seuil va descendre drastiquement. Je crois qu'il va descendre, si je me trompe pas, ou à 8 ou à 10 grammes. Et donc, il va falloir encore modifier la recette. Mais là, c'est compliqué parce que c'est un dessert dans lequel, en fait, comme il y a très peu de cacao, pour donner du goût, en fait, il y a que le sucre. Ouais. Donc, et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on assiste à un lobbying très intensif de tout le lobby agroalimentaire en Israël, en soi-disant sous prétexte du corona, qui leur a posé énormément de problèmes, alors qu'en fait, les ventes de produits alimentaires ont augmenté de 40% en Israël. Et les ventes du Milky lui-même ont augmenté de 7% pendant la crise du corona. Donc vraiment, on peut pas dire qu'ils aient eu des difficultés. Donc ils inventent des problèmes imaginaires de logistique et de packaging pour dire qu'il faut repousser l'entrée en application du deuxième volet de la loi sur l'étiquetage des aliments. Alors, vous en avez un peu parlé, on a fait un peu la différence, la comparaison plus exactement avec les produits français. Est-ce que là aussi on peut voir des différences? Ah bah oui, évidemment. J'ai été en fait comparé, c'est un produit qui existe dans le monde entier, donc j'ai été comparer le Milky avec son équivalent français. Donc après quelques recherches, j'ai vu qu'il y avait un produit leader sur le marché, bon, que les gens qui mangent cachère ne pouvaient pas connaître parce qu'il contient de la gélatine porcine, qui est très connue, qui s'appelle le viennois. C'est Nestlé qui le fabrique. Donc j'ai analysé la composition du viennois. Alors au niveau nutritionnel, c'est tout à fait la même chose en termes, il y a un peu plus de sucre dans le viennois en l'occurrence, mais c'est à peu près le même quantité de gras, de protéines, etc. Donc c'est la même chose. Bon, viennois ne disant pas qu'ils ont une recette classée secrète de crème chantilly, hein, voilà. Mais par contre, là où il y a une très très grosse différence, évidemment, c'est le prix. Vous vous en doutez bien, Olivier, puisque en France, j'ai regardé vraiment sans aller vers les low cost et voilà, le viennois, il est vendu à prix conseillé aussi pareil à 2,80 € les 12. D'accord. Donc ça fait 23 centimes d'euros le pot. Donc je vous laisse faire le calcul par rapport à ce que nous on paye le Milky. J'ai même enlevé la TVA pour qu'on voit quel était le véritable. Parce qu'en France la TVA sur les produits alimentaires est à 5% et en Israël elle est à 17%. Autre grand scandale d'ailleurs, façon de pénaliser encore les couches populaires parce que la part de l'alimentation dans leur budget est très importante et donc ils sont très pénalisés par la TVA. Bon, enfin on se rend compte que le prix est pratiquement 3 fois, entre 2,5 et 3 fois inférieur pour un même produit. Et en comparant les ingrédients, j'ai donc découvert que dans le viennois, il y avait du vrai chocolat, il y avait de la vanille naturelle. Donc, c'est un produit beaucoup plus qualitatif. Je dirais pas qu'il est moins industriel, mais en tout cas, de produits industriels de meilleure qualité. Alors, cette enquête, je suppose que vous ne l'avez pas seulement faite pour voir exactement de quoi était composé le Milky et quel était vraiment son prix de revient, mais
derrière ça, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la grande question derrière ça, le grand problème? Le grand problème en Israël, c'est évidemment le problème des monopoles et du manque de concurrence. Mais c'est aussi pour expliquer que contrairement à l'image que se donne l'industrie agroalimentaire israélienne, aussi bien que l'agriculture israélienne, nous n'avons pas du tout des produits de meilleure qualité qu'en Europe. Les normes sanitaires sont draconiennes quand il s'agit, comme vous voyez là, par exemple, des quantités de sucre, mais absolument pas quand il s'agit de limiter les additifs. Je ne sais pas, Olivier, si vous avez déjà regardé la composition du pain, ce qu'on appelle le lechem achid, le pain dont le prix est surveillé par le gouvernement à 6 shekels 50, qui est l'aliment de base d'une grande partie des familles israéliennes. Ce pain contient au moins 30 ingrédients, des tonnes d'additifs qui ne sont pas surveillés par la loi israélienne. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on nous donne une image. Alors, on nous dit d'une part, le pays est petit. Je rappelle encore et encore qu'Israël, c'est la même taille, par exemple, que l'Autriche. Est-ce qu'il viendrait à l'esprit de dire à quelqu'un qu'en Autriche, tout est beaucoup plus cher parce que c'est un petit pays? Ce n'est pas vrai. On dit que c'est insulaire. Allez voir les prix à Chypre, qui est une île, et vous comprendrez que ça n'a rien à voir avec le fait que nous sommes un pays insulaire. Israël est un pays qui est géré par des grands groupes industriels, avec des blocages à l'importation qui sont à la fois poussés par le ministère de la Santé, qui a peur de tout problème d'empoisonnement ou de soi-disant de sécurité sanitaire, par des acteurs industriels qui ne veulent pas venir rentrer de concurrence dans le pays, et, je dois le dire, par le grand rabbinat d'Israël, qui, par exemple, pour les produits laitiers, a déclaré il y a quelques années de façon totalement unilatérale qu'aucun certificat de cacheroute ne sera jamais accordé à un produit importé qui n'est pas ce qu'on appelle Chalav Israël, c'est-à-dire des normes de traite particulièrement draconiennes qui n'existent pas dans la plupart des pays du monde où les rabbanoutes locales accordent des certificats de cacheroute à des produits comme les yaourts, le lait, etc., y compris le Rav Moshe Feinstein, qui est la grande autorité halachique du monde orthodoxe moderne et qui a toujours dit qu'on pouvait boire le lait sans qu'il soit Chalav Israël. Ce sont des normes qu'on se fixe quand on est plus demandeur, enfin quand on veut être plus exigeant. Or, la rabbinat empêche ces produits de rentrer. Et du coup, ça fait que c'est encore un frein supplémentaire à l'entrée de produits concurrents. On est donc sur un marché où les laiteries sont libres de faire ce qu'elles veulent, au prix qu'elles veulent, d'emprisonner le consommateur. Et c'est ça, pas seulement pour le milky, c'est ça pour pratiquement tous les produits que nous consommons en Israël, et pas avec une meilleure qualité. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Si encore, comme on dit en hébreu, alévaille, si seulement on avait des produits d'une meilleure qualité, entièrement locaux, mais absolument pas. Sachez que de nombreuses marques israéliennes font fabriquer leurs produits en Turquie, par exemple. C'est un pays qui n'est pas dans l'Union européenne, où les normes sanitaires sont très inférieures à celles qu'on a. Donc en fait, tout est fait pour protéger les grandes entreprises et pas forcément les emplois non plus en Israël, qui s'en mettent plein les poches, on peut le dire comme ça, et le consommateur sort toujours perdant. Il y a une solution, il y a une lueur au bout du tunnel quand même, ou ça risque de ne pas changer? Alors, écoutez, Olivier, moi, je vais vous dire, je pense que pour ce problème-là, je pense que nous, les Français, nous, la LIA de France, on peut, comme on dit, apporter une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'on vient d'un pays avec une régulation qui est à la fois intelligente, qui existe, et qui est à la fois quand même libre, je veux dire, qui laisse la concurrence s'exercer, qu'on a été habitué à un niveau de qualité élevé, à un contrôle sanitaire élevé, avec des prix très corrects, et que je pense que il ne faut pas seulement se focaliser sur les problèmes de prix, il faut absolument monter un mouvement de consommateurs qui s'occupera pas seulement du coût de la vie, parce qu'il n'y a pas que le coût de la vie, mais des conditions d'emploi, mais de la qualité des produits. Je pense qu'il faut s'organiser, qu'il faut réclamer, qu'il faut exiger, qu'il faut agir auprès du régulateur. J'ai peu d'espoir, en vérité, pour les prochaines années, en ce qui concerne le travail qui pourrait être fait, par exemple, par des députés à la Knesset. Vous savez que je travaille à la Knesset, Olivier. Je peux vous dire que l'indifférence à ces sujets est totale. C'est 100%. Vraiment 100%. On a un ministre de l'Agriculture, un nouveau ministre de l'Agriculture, qui s'est opposé la semaine dernière à l'importation du beurre, alors qu'il n'y a pas de beurre. Ce matin, j'étais au supermarché, de nouveau les rayons sont à moitié vides, et qui a expliqué dans la lettre qu'il a adressée au ministre des Finances que selon lui, s'il y a un conflit d'intérêts entre l'intérêt des agriculteurs et l'intérêt des consommateurs, lui, il pense qu'il faut privilégier l'agriculture israélienne à tout prix. Donc, c'est pour vous dire les idées que défendent ici les personnes qui sont à la Knesset et au gouvernement. Par contre, je pense que si les consommateurs prennent les choses entre leurs mains, s'organisent, pas sous forme de boycott, mais sous forme probablement de revendication. C'est ce que je suis en train d'essayer de faire. Je suis en train d'essayer d'imaginer un mouvement de consommateurs qui agira de façon positive en réclamant
des produits de meilleure qualité. Je ne sais pas ce que ça donnera, mais en tout cas, je pense qu'il faut qu'on prenne les choses entre nos mains et que là, l'IA de France a un rôle à jouer. Très bien. Mais très bien. Ben, écoutez, Yael, on est avec vous. Hein. Nous, on vous suit en tout cas. Merci Olivier. Merci Yael d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Qualita. Bonne chance. Au revoir. Bonne continuation. Merci. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.